Messieurs, dames, bonsoir. Alors, désolé de commencer avec lui, mais dans une heure, votre ami le capitaine de pédalo sera sur France 2 avec des journalistes et des citoyens. C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Hein. Non, c'est vous qui l'avez dit, je vous cite, vous savez bien, c'était entre guillemets. On va voir ça. Avant d'entendre vos commentaires, on regarde la bande-annonce de l'émission. C'est pas vrai, il y a une bande-annonce. Voilà. Jeudi soir, France 2 vous donne rendez-vous pour une émission exceptionnelle. Des Français de milieux différents ouvriront le dialogue avec François Hollande. Pour aborder les sujets qui les concernent, les sujets qui vous concernent. La situation économique, la courbe du chômage, la réforme du travail. Les questions de sécurité, de lutte antiterroriste, la défiance vis-à-vis des politiques et des institutions. Ils auront une totale liberté de parole. Alors place au dialogue citoyen. Alors, sur le concept, vous qui n'êtes pas très fan des journalistes, vous trouvez ça intéressant plutôt que les politiques soient interpellés par des citoyens, des vrais gens? C'est des vrais gens bien triés, bien élevés, donc je suis sûr que les questions seront très intéressantes. Vous croyez qu'ils sont Moi, je ne préfets regarderai pas. Ah, pourquoi? Bon, parce que ça me saoule. C'est soit des mensonges, soit des pièges. Alors bon. Mais pourquoi je regarderai demain ce qui reste. Vous savez, oui. C'est Paul Valéry qui avait dit ça une fois. Il avait pris une décision. Il avait dit, écoutez, moi j'en ai assez. Alors maintenant, je ne regarde plus la télé. C'est pas la télé à l'époque, c'est la radio et les journaux. J'attends de savoir ce que mes voisins vont me dire et comme ça, je saurai quelles informations. Vous ne pouvez pas vous faire votre propre avis en regardant, ça m'étonne beaucoup. Ben ouais. Oui. Et alors, quelle serait la seule question que vous devriez lui poser, vous pourriez lui poser si vous aviez la chance d'être un de ces citoyens sélectionnés? À quand la fin? Ah oui. Bah ouais. Il n'y a que ça, finalement. On ne veut pas savoir le reste. Enfin, ça fait d'ailleurs dans les sondages. C'est pitoyable, ça se termine dans une ambiance glauque. Programmé, c'est dans 13 mois à la fin. Oui, bah voilà quoi. Oui, donc 13 ça, mois à tenir. c'est vrai que vous avez la réponse. Non, je ne peux pas. J'ai plein de raisons de lui en vouloir. En partie, d'abord, prostituer abominablement le mot gauche, de l'avoir transformé en rien du tout. Je retire le mot que j'ai employé précédemment. Prostituer. Ouais, Oui, c'est pas une bonne expression. Mais je veux dire d'avoir fait de ce mot quelque chose qui n'est plus compris par les gens. Je lui reproche la loi El Khomri, c'est-à-dire cette persécution sur la vie quotidienne des gens. Même ce qu'il en reste. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un code du travail par entreprise. Mais il y a ce moment de blessure intime, ça a été quand il a décidé de changer le code de la nationalité, quelqu'un qui pouvait être déchu de la nationalité française. Et ça, comment vous dire, j'en avais la chair de poule, parce que on peut accepter plein de choses, après tout c'est la démocratie, c'est lui qui a été élu, il a des responsabilités, les électeurs le renverront à la maison. Et il a été applaudi par tous les congrès. Oui, c'est pas la première fois qu'on applaudit n'importe quoi, mais l'identité de la patrie républicaine des Français, ça non. Et je pensais à cette angoisse des miens qui ont choisi d'être Français, quand ils ont eu peur pendant la guerre qu'on leur retire leur carte d'identité. Voilà, et tout ça, ça fait beaucoup trop, quoi. C'est trop. Nous ne supportons plus cette situation. Les gens ne savent plus avec quel mot parler, puisqu'il est censé être de gauche. Voilà. Mais le format de l'émission de ce soir aurait pu vous intéresser, c'est un format oui, on va pas qui passer change. la soirée à en parler, si vous voulez bien. Parce que vous aimez bien les formats originaux dans lesquels on n'a pas l'habitude de voir les hommes politiques. À la télévision, l'émission d'Alexandra Sublet, Action aux vérités, par exemple, dans laquelle on vous a vu. Oui. Que vous ont dit vos voisins, justement, après vous avoir vu dans cette émission? Qu'est-ce que tu faisais là? C'était ça. Qu'est-ce que tu faisais là? Ben oui, la question, elle se pose les quand militants, bien sûr, les militants politiques supportent pas. Mais vous y allez quand même? Oui, parce que, bon, voilà, d'abord, j'ai besoin d'être en confiance. C'est-à-dire, je vais voir les gens en qui j'ai confiance. Je sais qu'ils vont pas me tendre un traquenard. Alors bon, ça peut être rude, hein, c'est pas le sujet, mais ça va pas être un traquenard. Et puis bon, c'est des publics qui sans ça n'écoutent pas, ne connaissent pas forcément les militants politiques. C'est ce que vous avez répondu à vos militants? Oui. De même, vous savez, les premières fois, je suis allé On n'est pas couché, j'étais un précurseur. Et on me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Ben voilà, c'est la meilleure émission politique. C'est pas la même chose quand même. Il n'y a pas la même interview dans On n'est pas couché. C'était la première de cette émission. Le jeu des poubelles où il fallait trier, oui, ou recycler. Ça c'était un peu. Mais vous y êtes prêté? Oui, pourquoi pas. Vous avez dû rendre des comptes à vos militants? Bah oui, tout le monde n'a pas fait que des félicitations, c'est bien normal, non? Moi, je prends comme ça des initiatives et puis. Ça passe ou pas. Bon, il m'est arrivé d'aller dans Closer. Pierre Laurent va dans le journal Valeurs Actuelles, qui est un journal d'extrême droite. Bon, chacun tente des choses. Avec plus ou moins de succès. Oui, et ça marche pas à tous les coups. Il y a des fois où on se plante. Alors, en tout cas, il n'y a pas de droit de suite. C'est aussi des qualités de cette émission pour un politique. C'est que voilà, s'il peut dire ce qu'il veut, on ne va pas le relancer parce qu'on ne connaît pas forcément le dossier.
Dans une émission de divertissement. Ah non, je ne parle pas de Ruquier. Mais de Ruquier ou l'autre émission de Sublime, non, c'est des gens qui connaissent leur métier. On les a connus politiques. Donc ils connaissent les dossiers. Moi j'ai fait des émissions avec elle en radio et il m'a semblé qu'elle était bien au fait de la politique, peut-être par goût personnel, j'en sais rien. Peut-être. Alors selon un sondage Odoxa... Mais vous aussi en général, vous êtes drôlement maline en politique. Mais je ne vous parle pas de moi, je vous parle des émissions dans lesquelles... Là, vous avez bien raison de venir ici. Autres, ça pas du tout. Alors je ne dirais jamais du mal d'Alessandra Sublet, on essaie de vous interroger sur un nouveau format. Selon un sondage Odoxa, 76% pensent que François Hollande, et on parle quand même de lui, devrait plutôt annoncer qu'il renonce à se présenter ce soir pour permettre à la gauche de se trouver un meilleur candidat. Non, d'abord parce qu'il ne représente pas la gauche. Deuxièmement, parce qu'il faut... Au moins, voilà, c'est ça au moins le problème. une certaine partie de la gauche. Voilà, vous comprenez que ça. Vous voilà aujourd'hui, mais pour le coup, elle existe dans le pays. Bien sûr qu'il y a des idées de gauche, il y a un courant progressiste, mais qui ne peut plus s'identifier, à mon avis, à François Hollande. Et moi, je souhaite que François Hollande soit candidat, parce qu'il faut que c'est pas la personne de François Hollande, c'est les idées qu'il porte, la manière d'aborder la question de la gauche qu'il porte, qui doit retourner devant le suffrage universel et qu'on en finisse. Parce que ça fait 30 ans qu'on nous casse les pieds avec cette soi-disant gauche réaliste et ainsi de suite. Vous savez, la vie est très excitante en ce moment. Madame Clinton, l'épouse de Monsieur Clinton, je dis parce qu'ils étaient en couple politique à l'époque, a impulsé la ligne mondiale qui a donné Blair, Schroeder et Hollande. Hollande était un des premiers partisans de tout ça. Et aujourd'hui, Madame Clinton va peut-être être battue par Bernie Sanders, qui est, lui, un socialiste. Et on voit comment il y a un retournement du cycle politique à l'échelle de la planète. Évidemment, si Bernie Sanders gagne, le monde va changer. Mais nous voyons aussi en France, avec les Nuits debout et ces autres événements, que le cycle politique est en train de se retourner. Ça prendra du temps, mais c'est commencé. On va voir si le cycle se retourne, mais en attendant, parlons un peu de renouvellement. Se présenter ou ne pas se représenter, ou ne pas se représenter, telle est la question. Vous l'avez tranché, puisque vous vous représentez, mais tout seul cette fois, sans avoir demandé l'avis des communistes, du Front de gauche. Pourquoi réussiriez-vous mieux seul qu'accompagné qu'avec les autres? Seul, ça c'est le Parti communiste qui dit ça, c'est normal, il n'est pas content. C'était votre allié, vous étiez plus nombreux. Mais pour autant, ça ne fait pas de moi un homme seul, parce que pour l'instant, tous les partis du Front de gauche, vous m'entendez, je répète, tous les partis du Front de gauche refusent la primaire et seul le Parti communiste veut y aller. Ça existe encore, le Front de gauche ? Alors attendez, mais ça existe parce que ça a des réunions, parce que ça a un programme. Alors moi je considère qu'il a été mis au congélateur, ce Front de gauche. Ouais. Je le déplore, j'ai tout fait pour essayer de le tirer de là. Créé, si vous le dites, c'est que... Écoutez, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le tirer de là. Pour le tirer de cet enfermement, de ce face-à-face de cartel de partis. Et maintenant, je me suis dit que si nous voulions avoir une chance, que nous représentons, qui n'est pas seulement de parler aux gens de gauche pour dire alors, vous avez vu, c'est nous la vraie gauche, mais parler à tout le monde, proposer quelque chose qui corresponde à l'intérêt général humain. Si on se présente dans la vieille forme des vieux cartels, nous sommes perdus. Ça ne sert à rien, d'ailleurs ça ne m'intéresse pas. Ça devient du témoignage, ça n'a pas d'ambition de gagner. Voilà pourquoi je suis parti comme je l'ai fait. Mais s'il vous plaît, non, pas seul. Il y a déjà 90 000 personnes qui appuient ma candidature. Je ne suis pas seul. 90 000 personnes déjà... qui ont cliqué sur un site parce que non, ceux qui ont cliqué, c'est 1 million. Emmanuel Macron, il en réunit beaucoup comme ça, des clics gratuits. Non, mais il dit qu'il a eu 13 000 clics. Alors moi, en quelques jours. Voilà, 13 000 clics. Moi, j'en ai eu 1 million. Vous êtes sur 2 mois. Des clics pour adhérer à votre démarche. Non, mais précisément, il faut faire la différence. Il y a les gens qui cliquent pour venir voir. Oui, j'ai cliqué. Et puis il y a ceux qui appuient pour dire oui, j'appuie la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ne les prenez pas pour des buses quand même, ils savent ce qu'ils font. Clic de Patrick Cohen quand même. Non, mais dans le million. Donc ça veut rien dire. Voilà. Ça veut rien dire, c'est des gens qui cliquent, qui viennent voir. On est d'accord. Donc moi je compte pas les clics, je compte les gens qui ont dit j'appuie la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Qui ont adhéré à la France insoumise. Ça va pas. Non, ils donnent des sous quand ils peuvent. J'ai ramassé à peu près 200 000 euros. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup de monde. Il y a maintenant, nous allons bientôt arriver à 900 groupes d'appui parce que je construis quelque chose qui est ample et vient qui veut. Vient qui veut. Mais je le fais avec, bien sûr, je suis un homme de gauche. Mais je ne viens pas demander aux gens, dites que c'est moi la gauche et que l'autre c'est pas le sujet. Le sujet. Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, j'ai dit qui j'étais et qui n'est pas Monsieur Hollande. Voilà. Et vous admettrez, Madame Lapix, que tout devient confus. Donc comme ça, c'est clair. La France insoumise, JLM 2017, des gens font des groupes, on prépare une campagne électorale de longue main. On a besoin de partir de très loin pour convaincre. Déjà, il y a un travail programmatique. Il y a 3000 personnes qui ont dû déposer des propositions.
Bon, parce que je pars de l'ancien programme que j'avais la dernière fois, il y a quand même 4 millions... Oui, ce sera très différent du programme de 2012. Non, a priori... Ah bah si, quand même, il y a des choses qui vont bouger, parce que moi-même, j'ai quelques idées de plus à ajouter par rapport à la dernière fois. Mais des idées de plus. Alors, mais des soutiens, écoutez, je ne veux pas être cruel ni méchant, et puis que je ne veux pas me fâcher avec tout le monde, mais vous savez, des communistes, il y en a plein dans la France insoumise. Et déjà, il y a une pétition, il y a plus de 1000 communistes qui disent qu'ils veulent soutenir ma candidature. Moi, je ne me mêle pas de leur débat, ce sont les leurs. Mais je suis sûr qu'à la fin, on se retrouvera. Mais moi, je dois ouvrir le chemin. Voilà. Parce qu'il faut que quelqu'un se décide à un moment donné. Celui qui a été syndicaliste qui m'écoute, il a déjà vécu ça. Vous êtes là, tout le monde ronchonne, on regarde ses pieds, puis alors on vous pousse, puis il y en a un qui va devant. Et puis c'est celui qui prend la parole. Voilà, on se concerte et on choisit. Comme ça. Vous en avez parlé il y a un instant. Nuit debout, ça continue soir après soir, tout près d'ici. À vos yeux, Nuit debout, est-ce que c'est l'avenir de la politique ou le signe de son dépérissement? Autrement dit, est-ce que c'est un remède ou est-ce que c'est un symptôme? Les deux. Parce que votre parole est trop globalisante. Est-ce que c'est d'abord le signe d'une impasse totale? Donc, les institutions démocratiques françaises sont complètement en panne. Pour ma part, je n'ai cessé de le dire. Et proposer une sortie par le haut, tranquille, positive, qui serait la convocation d'une constituante, et les citoyens réécrivent. Alors la France se rebrasserait. Et elle écrirait une nouvelle constitution avec les choses auxquelles les gens tiennent, c'est-à-dire la possibilité de révoquer les élus, des limites au cumul des mandats, etc., 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 puis c'est une démocratie plus directe. Et deuxièmement, c'est aussi un ferment, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui viennent là d'opinions très diverses. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que le mouvement soit approprié, fût-ce par moi, qui ne veut d'ailleurs pas l'approprier. Vous avez dit que vous ne vouliez pas récupérer le mouvement, mais que vous seriez fier que le je vais quand même pas dire le contraire. Qui est-ce qui dirait le contraire? Notre reporter Céline Chambon est allée tester auprès de quelques participants de Nuit debout l'idée d'une incarnation politique en général et de la vôtre en particulier. On ne souhaite pas qu'il y ait des gens qui parlent en notre nom. Chacun représente la Nuit debout. C'est ça qui fait la beauté de la Nuit debout. Pas une question de personne ou d'ego. Qu'on doit rêver et mettre en application ses rêves et que passer par le politique, c'est détruire tout ça. Jean-Luc Mélenchon incarnerait un peu ce mouvement? Ce serait peut-être le moins pire, quoi. Pour moi, il n'y en a aucun en fait, qui serait capable d'incarner ce mouvement-là parce que c'est un mouvement citoyen et il y a un peu de tout là-dedans, donc c'est ça qui est intéressant. On n'a vraiment pas envie de se faire représenter par quelqu'un qui existe déjà, on a envie de créer un mouvement, quelque chose qui soit à nous et qui représente nos valeurs. Donc Mélenchon, s'il te plaît, ne t'implique pas. S'il te plaît, ne t'implique pas. Ils veulent des nouvelles têtes, des nouvelles incarnations. Bon, oui. Non, attendez, il faut prendre les choses comme elles sont. Parce que vous avez tendance à en faire un espèce de jeu, quoi. Alors, on veut d'autres choses. Vous proposez pas ça pour vous, d'ailleurs. C'est seulement pour la politique. Pourtant, beaucoup d'entre vous, vous êtes sur les plateaux depuis au moins aussi longtemps que les hommes politiques. C'est pas le sujet. Il faut regarder ce qui est en train de se passer. Tout ce que ces gens disent, c'est nous n'avons plus confiance en personne. Par conséquent, quand on a quelque chose à proposer, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'essayer de convaincre. Jean-Luc Mélenchon, ça fait des mois, même plus que des mois, que vous nous parlez de l'exemple espagnol. Podemos, votre ami Pablo Iglesias, vous ne serez pas, vous, le Pablo Iglesias de Nuit debout. L'exemple que vous avez pris en Espagne, qui faisait votre rêve. Arrêtez, vous rêviez de l'émergence d'un mouvement comme ça en France. Non, d'abord, je ne suis pas à rêver. Alors vous, les journalistes, c'est terrible. C'est votre idole, c'est votre... Mais non, j'ai une tête, un cerveau et une longue expérience, Monsieur Cohen. Des hommes et des situations. Une longue expérience. Donc, quand vous parlez de Podemos, déjà, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais. Mais non, vous ne savez pas. Parce que Podemos et le mouvement des indignés, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux temps. Premier temps, il y a eu le mouvement des indignés, mais surtout des milliers de gens qui faisaient des marées. Il y a eu la marée noire, la marée verte, c'était les ouvriers du charbon, les ouvriers des hôpitaux, il y avait les enseignants. Et sur cette base, Podemos a émergé. Non, attendez, c'est plus compliqué que ça. Tous ces gens ont essayé, à leur manière, de dire le système politique, nous l'écartons. Ils ont appelé à boycotter les élections. D'accord ? Et c'est d'ailleurs l'année où la gauche s'est pris la plus grosse tôle aux élections municipales en Espagne. Et c'est sur la base de ce bilan que Podemos est né, avec des gens qui n'étaient pas du tout des passants dans la rue, mais des militants politiques, comme là tout à l'heure. Vous avez fait un film en prenant des gens au hasard. Ça s'est passé vers 22h45 hier, cette séquence. Je le sais parce que mes amis me l'ont raconté. Il y a plein de militants politiques partout, qui sont des gens qui ont une carte, qui sont engagés, etc. Mais là, on est dans
une autre situation. Ce mouvement, il est en train de se répandre dans toute la France. Pour qu'il se répande, il ne faut pas qu'il soit approprié. Par conséquent, si vous me disiez aujourd'hui, Monsieur Cohen, ah, Monsieur Mélenchon, vous qui êtes le représentant de la Nuit debout, je vous dirais non, s'il vous plaît, par pitié, ne dites pas ça, parce que vous allez casser le mouvement. Surtout qu'ils font des propositions assez radicales. Hein. Ce qui émerge dans les plateformes, c'est quand même, ça vous fait passer pour un aimable centriste. Hein. Abolition des loyers, expropriation des grandes fortunes, semaine de 25 heures, contrôle direct des entreprises par leurs salariés, etc. C'est pas ma position. Bon, il y a une radicalité aussi, pas seulement dans les mots. On a l'impression que le mouvement de jeunes contre la loi travail, qui continuait encore aujourd'hui, échappe aux syndicats, aux organisations. La journée d'aujourd'hui a été émaillée de violence. Il y a aussi les opérations coup de poing contre les restos McDonald's, parce qu'ils mêlent emploi précaire et optimisation fiscale. C'est justifié? Et je ne crois pas à votre récit, Monsieur Cohen. Si. Non, vous mentez. Parce que, vous sortez pas de votre bureau. Donc tout ce que vous faites, c'est lire les dépêches qui vous disent que les violences sont le fait des jeunes. C'est un communiqué de React, en partenariat avec l'UNEF, la CGT et l'UNL. Qui dit quoi? Qui dit que des restaurants McDonald's ont été fermés par des citoyens pour fraude fiscale. Ils appellent ça des perquisitions populaires. Ils le racontent. Voilà. Mais moi, je ne veux pas, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je me permets de vous faire réagir là-dessus. Je sais bien que vous allez me faire réagir sur des exemples de cette nature. Mais depuis maintenant une semaine que ça dure, on voit les violences qui sont le fait des jeunes. C'est le truc traditionnel du petit monde de l'ordre établi qui veut montrer que les autres, ce que racontent les jeunes, ça ne compte pas. Ce qu'ils veulent, c'est des têtes nouvelles. Et quand ils font quelque chose, par hasard, c'est des violences. Donc on a inventé les violences. Non, bien sûr que non. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir tort, vous êtes journaliste, donc vous avez raison. Mais moi, je me permets de dire que le reste du temps, vous êtes un menteur. Parce que les violences, vous les attribuez aux jeunes et aux salariés, alors que souvent, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est sujet à discussion de savoir d'où vient la violence. Quant à moi, Monsieur Cohen, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas pour la violence. Je l'ai toujours dit. Toujours. Et je le dis à mes plus jeunes camarades. Pas seulement la violence là, je leur dis ça. La violence, c'est toujours nous qui perdons. Et je parle des situations extrêmes que j'ai connues dans ma vie, lorsqu'on luttait contre le général Pinochet. Il y avait des raisons d'être violent. Il y avait des raisons. Hein. Eh bien, j'ai vu comment ça s'est fini. On a perdu. On perdait. Les nôtres étaient tués. Tout le temps, les premiers. Dans la violence, nous ne gagnons jamais. Donc, moi, je ne suis pas pour la violence. Mais je ne suis pas d'accord pour hurler avec les loups et montrer du doigt ces jeunes gens ou les travailleurs. Parce que, dans l'affaire des violences, je sais qui est condamné, qui va en prison, qui a reçu de la prison ferme. Regardez dans les Panama Papers, qui est-ce qui fait l'objet d'une diffamation? Moi, le 26 prochain, parce que la Société Générale porte plainte contre moi, le 26 prochain, vous avez un lanceur d'alerte qui va passer en tribunal pour avoir révélé l'affaire LuxLeaks. Vous vous en rappelez? Absolument. Le scandale du Luxembourg. Eh bien, le ministre de l'époque, lui, il a été élu président de la commission, et cet homme, il est menacé... Au Luxembourg, voilà, pas en France. Hein. d'1 million d'amende et de 10 ans de prison. Il passe au tribunal au Luxembourg. Que fait le président de la République? Il a dit que les lanceurs d'alerte, il les remerciait, il les félicitait et tout le kulchi. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il y a un citoyen français qui risque de faire 10 ans de prison et 1 million d'amende? Alors, oui, mais non, c'est pas fini. La Société Générale doit être mise sous tutelle parce qu'elle a menti sous serment devant une commission parlementaire et qu'elle s'attaque aux gens qui prétendent mettre en cause ces abus de pouvoir qu'elle a fait contre le peuple français en aidant des gens à se soustraire à l'impôt. Et il n'y a pas de menteur autour de cette table? Il y en a peut-être, mais ils ne se voient pas tout de suite. Enfin, il n'y a que vous qui accusez, en tout cas, de mensonges. Nous, on ne vous accuse pas de mentir quand on ne partage pas ou quand on contredit une de vos affirmations. Mais c'est violent quand même de dire. C'est violent de dire. Non, mais oui, c'est violent de dire. Vous mentez. Vous êtes un menteur. Mais bien sûr. Quand il vous cite un communiqué de l'UNEF. Non, je n'ai j'ai pas vu. Je n'ai aucune. Attendez, mais madame. Non, mais je suis obligée de le dire. Mais vous relancez, nous sommes à côté. Mais non, pas du tout. C'est pas la corpo. Nous sommes à côté de la place de la République. On a aussi des yeux pour sortir. On prend le métro. On voit ce qui se passe. Vous n'êtes pas le seul à rencontrer des gens, des vrais gens. Ça, moi. Non, mais ce que vous dites est assez violent. Non, je dis que Patrick Cohen prend le parti de faire le portrait des jeunes comme des violents qui cassent, font des confiscations. Savoir comment vous voyez évoluer ce mouvement qui va vers un peu plus de radicalité et parfois d'affrontement avec les forces de l'ordre. C'était juste ma question. Je ne pointais personne et je ne montrais personne du doigt. Voilà. Vous restez avec nous. On va accueillir Céline Pina, ex-adjointe au maire de Jouy-le-Moutiérais, ex-conseiller régional d'Île-de-France. Elle signe un livre-choc Silence coupable avec ce sous-titre « Islamistes, ils ne sont grands que parce que nos élites sont à genoux ». Céline Pina est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Céline Pina.
Anne-Sophie le disait, le titre « Silence coupable, islamistes », ils ne sont grands que parce que nos élites sont à genoux. Des élites à genoux, l'attaque est violente. Vous parlez dans ce livre au mieux du déni de réalité des responsables politiques, au pire de la façon dont certains favorisent le communautarisme pour des raisons électorales. Un message que vous auriez aimé porter ce soir à la télévision face au président Hollande qui, dites-vous, ne nomme pas l'ennemi. Oui. Je pense qu'il est toujours... On est dans une situation quand même assez grave, puisqu'on a eu 148 personnes qui ont été tuées sur notre sol. Il y a eu une réaction très forte des autorités politiques, parce que je rappelle quand même que l'état d'urgence, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent sorti de l'attirail politique, et qu'on réussit à faire tout ça sans jamais dire clairement quel est l'ennemi. Quand on parle de terroriste, c'est un terrorisme qui est suspendu en l'air. On ne qualifie pas ce qu'il est. Et surtout, on ne parle pas de l'idéologie qu'il y a derrière. Parce qu'il y a un problème, effectivement, de terrorisme, mais plus largement, il y a un problème d'ensemencement des têtes par une idéologie qui est extrêmement violente, qui est obscurantiste, et qui prépare en fait les passages à l'acte. Le Premier ministre, lui, il ose nommer les choses, mais il est attaqué par son propre parti quand il explique que le salafisme est en train de gagner la guerre idéologique et culturelle, ou alors quand il veut interdire le voile à l'université. J'allais dire, c'est même pire que ça. Non seulement il est attaqué par son propre parti, mais il a été désavoué dans une affaire par le président de la République qui, pour protéger un de ses amis, en l'occurrence Jean-Louis Bianco, a accepté que celui-ci mette en cause dans la presse un Premier ministre et a affaibli ainsi l'autorité de l'État. À un moment donné, il faut savoir faire des choix. Un haut fonctionnaire n'attaque pas un Premier ministre de cette manière-là, quoi qu'il ait pu se passer, et en défendant un ami plutôt qu'un homme politique qui prend une décision courageuse que son Premier ministre, c'est l'autorité de l'État qui affaiblit et c'est surtout le discours qui devient illégitime. Or, aujourd'hui, la gauche est aussi en train de souffrir, de ne pas être claire sur ces questions-là et de ne pas défendre ce qu'elle est censée défendre et ce qui est dans son ADN, qui est l'émancipation, l'égalité, la liberté, un certain nombre de choses qu'on a portées tout le temps. Et aujourd'hui, on en arrive à une situation où défendre les femmes, c'est même pas considéré comme finalement défendre la dignité humaine. Là où, quand un homme refuse de serrer la main à une femme, on dit c'est sa liberté. Imaginez simplement qu'un homme refuse de serrer la main à quelqu'un de couleur parce que c'est quelqu'un de couleur, on hurlerait et on aurait raison. Quand on le fait à des femmes, on trouve ça acceptable. Vous vous dites qu'on ne peut pas lutter contre l'islamisme en France sans être qualifié d'islamophobe ? C'est très difficile. Oui, la parole est déqualifiée immédiatement. À partir du moment, surtout quand vous êtes de gauche, on vous traite de raciste et d'islamophobe, tout ce que vous avez pu dire avant tombe. Et c'était une excellente manière de protéger quelque part des rentes de situation, sauf que c'est en train de tuer notre pays. C'est ce qui vous est arrivé, vous avez été qualifié d'islamophobe, le Parti socialiste vous a rejeté, menacé d'exclusion, parce que vous dénonciez la tenue du Salon de la femme musulmane à Pontoise, dans le Val d'Oise. Il avait de musulmans que le nom, ce salon ? Il n'avait de musulmans que le nom. C'était un salon intégriste, clairement. D'ailleurs, les grands acteurs de ce salon, on les a vus ensuite. C'était Rachid Abou Defa, enfin beaucoup de personnes comme ça. Des imams reconnus salafistes. Oui, le vrai problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez des affiches en 4x3 là-dedans, on va vous dire, oui, mais le jour de cette manifestation, ils ont quand même été 3 tons en dessous. C'est vrai, mais ça reste extrêmement choquant quand même, ce qui a été dit. Mais admettons. Le seul problème, c'est qu'en fait, on s'en moque. Parce que la réalité, c'est quand vous avez ces visages en 4x3, que font les gens ? Ils vont regarder ce qu'ils disent sur Internet. Sur Internet, très clairement, c'est la femme n'a pas le droit de sortir sans l'autorisation du mari. C'est justifier le viol conjugal et le viol tout court pour la femme qui ne se respecte pas. La femme qui ne se respecte pas, c'est la femme qui n'est pas voilée. Vous dénoncez le silence des élus locaux qui n'ont pas réagi aux propos qui ont été tenus à l'occasion de ce salon. Vous dénoncez aussi l'absence de réaction de la ministre de l'Éducation nationale lorsqu'elle était sur le plateau du supplément de Canal+, face au président de l'association Baraka City qui tenait des propos polémiques. Elle a réagi plus tard, mais elle aurait dû le faire sur le plateau ? Oui, parce que elle aurait quitté le plateau, elle aurait... À la limite, peu importe. La réaction, après, on l'a en fonction de ce qu'on est.
Et là-dessus, elles sont légitimes. C'est pas le problème. Le problème, c'est le silence. Le problème, c'est que le silence légitime la parole de l'autre. Et c'est qu'à partir du moment, il y a des gens qui écoutent ces gens-là. À partir du moment où vous ne dites pas non, c'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est même inhumain. Refuser aux femmes la dignité humaine, ça n'est pas acceptable. Si on ne lutte pas contre ça, si on se tait face à ça, alors on accrédite tous les discours des salafistes et des extrémistes. Jean-Luc Mélenchon, une réaction par rapport à ce que dit Céline Pina? J'ai pas lu le livre et je ne sais pas ce qu'elle dit, mais... Et vous entendez ce qu'elle dit? Oui, j'entends ce qu'elle dit. Qui va être ici contre l'idée qu'il faut militer ardemment pour l'égalité des hommes et des femmes? Personne. Mais il y a une manière de pilonner dans ce pays qui est insupportable, qui est de dresser une communauté contre l'autre. Il y a un communautarisme continuel, permanent, insupportable. Moi, j'appartiens à la vieille tradition laïque qui dit la religion, c'est du domaine privé. Et l'État doit être en dehors de ça. Et il faut, je vous en prie, arrêter de pourrir le débat public avec la question des religions, etc. Parce qu'on n'en finira pas. Non, moi je lui dis rien, je la connais depuis longtemps. Et Manuel Valls, qui lui-même parle oui, j'ai connu de la guerre idéologique qui est en train d'être gagnée par le salafisme. Mais ça n'a pas de sens de dire ça. Je ne suis pas d'accord. La guerre idéologique gagnée par une secte. Il y a des faits concrets que développe Céline. Vous parlez de la compromission des responsables locaux. Oui, parce qu'il y a des faits extrêmement concrets. Je veux dire, c'est à peu près comme la même chose que dire est-ce que vous êtes allé sur la place ou pas. Moi, je vis là-bas. Donc, j'ai quand même vu les choses évoluer. Aujourd'hui, dans certains endroits, vous n'avez pas de petits voiles ou de petits fichus. Les femmes, quand elles se voilent, c'est des pieds à la tête. Il n'y a plus que le visage qui ressort. Ensuite, quand on vous dit « mais c'est un petit pourcentage », je pense que c'est vrai. Le seul problème, c'est qui donne le ton. Qui fait la mode, entre guillemets, ou qui donne le ton dans ces quartiers. Or, ce petit pourcentage est extrêmement prescripteur, au point que la question de l'occupation de l'espace public, aujourd'hui, vous avez des femmes qui se mobilisent pour aller ensemble dans les cafés, parce que si elles y vont seules ou à deux, c'est pas possible. Elles se mobilisent pour occuper l'espace en bas de les immeubles, parce que si elles sont toutes seules, on leur demande de dégager. Elles se mobilisent. Vous prenez quelqu'un comme Nadia Remadna, elle vous explique qu'à 20 km de Paris, il y a des gens qui ne vivent pas comme moi, qui n'ont pas les mêmes libertés que moi, qui n'ont pas les mêmes droits que moi. Là, on parle de concret, on parle de réel. Est-ce qu'on continue à fermer les yeux sur le fait que, par exemple, dans certaines écoles en banlieue, aujourd'hui, on ne peut pas accueillir les enfants juifs? Si, on le fait déjà. On le fait déjà parce qu'aucun politique ne porte ce discours-là. Quand on a lancé les posters sur la laïcité, parce que c'était ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a affichés dans les écoles. Vous avez entendu des politiques expliquer ce qu'est la laïcité? Pas d'un simple point de vue juridique, d'un point de vue réellement politique. C'était ce qu'on donne aux enfants, c'est des gens, on leur apprend que finalement on est égaux devant la loi parce qu'on a une humanité commune à partager. Est-ce qu'on a commencé à discuter de ça? Est-ce qu'on a posé un diagnostic? Vous êtes d'accord pour dire que cette question viserait toutes les communautés religieuses, mais ça vous indigne pas. Vous avez une indignation. Moi, je partage l'idée. Vous connaissez mes convictions sur le sujet. Nous avons à lutter contre les communautarismes dans ce pays et pas cibler les musulmans du matin au soir en les assimilant tous. Ce n'est pas les musulmans. Alors là, non, c'est indigne de ta part. Ce ne sont pas les musulmans, je cible les islamistes. Les 3/4 des musulmans, je suis désolée, il y a des femmes, des hommes musulmans qui se battent contre les mêmes. Mais commencez par dire ça. On ne leur donne même pas, on ne leur tend pas. Céline, commencez par dire ça. Islamisme, tu sais très bien ce que c'est. Mais je sais ce que ça veut dire. Mais on commence par dire ça, qu'on fait la différence entre la masse des croyants qui sont pacifiques et qui demandent qu'on leur foute la paix et une poignée de gens. Mais là, tu viens de passer 5 minutes à faire croire que tout le monde, il y a des endroits où tout le monde serait soumis. Non, ce n'est pas vrai. La résistance, elle est partout. Et nous gagnerons à la fin. Je n'ai jamais dit ça. Ah bon? Alors, j'ai pas entendu puisqu'on parle de mensonge, déformer la parole de l'autre, je trouve que c'est inqualifiable et inadmissible. Si tu n'as pas lu le livre, tu te tais. Elle me demande mon avis. C'est la moindre des choses. Je viens de dire que je n'avais pas lu le livre. Non, elle me dit vous avez un avis. Je donne mon avis. Je vous l'offre, je le livre. Silence coupable, islamistes qui ne sont vous m'avez bien demandé mon avis. Moi, je ne me serais pas permis de l'interrompre. Sur ce que venez de dire. Il y a quand même quelque chose, c'est que l'islamisme, c'est pas musulman, et c'est parfaitement hypocrite de dire que l'islamisme, parce que l'islamisme, c'est très clair, c'est la radicalité. Et c'est la quête du pouvoir. Musulman, ça n'a rien à voir. C'est transformer une religion en un
projet politique voilà. islamique. Et c'est ça que les musulmans eux-mêmes combattent. Et on fait les révélations régulièrement. Mais dans certains endroits, c'est pas ce qui et ce soir encore. Silence coupable, islamistes, ils ne sont grands que parce que nos élites sont à genoux aux éditions Kéro. Et donc, je vous l'offre. Moi, je suis pas dans l'élite parce que je suis pas à genoux. Bah alors voilà, nous non plus. On va accueillir Maxime Soutek. D'abord, je crois qu'on a quelques images de nos invités du dîner qui sont en train d'arriver. Et regardez, ils arrivent en scooter parce que voilà, ils n'abandonnent plus scooter depuis qu'ils ont tourné ensemble et qu'ils se sont baladés dans les rues de Paris en dansant. Tout de suite, c'est l'heure du 5 sur 5 avec Maxime Soutek. Je les ai vus. C'est vrai. Mais non, c'est improvisé. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Le 5 sur 5 avec pour commencer ce soir une famille unie. Et ça fait plaisir à voir, ils sont tous venus. We are back with Donald Trump, and joining us, his wife Melania, sons Donald Jr., his daughter Kai, Eric is with us, daughters Tiffany and Ivanka. Welcome. It's great to have the whole family together like this. Thanks so much. Oui, Patrick, il y a même Donald Jr., toute la famille Trump réunie sur un seul et même plateau. Quelle bonne idée a eu CNN. Je sens qu'on va se régaler. Je vous montre ça dans un instant. Mais d'abord, j'ai envie de laisser libre cours à ma curiosité, Jean-Luc Mélenchon. J'ai très envie de vous entendre sur ce monsieur. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qu'on retrouve dans Paris Match. On en a parlé hier, je sais, sauf qu'hier, vous n'aviez pas les photos. Et moi, je les ai. Et je m'en serais voulu, Jean-Luc Mélenchon, si je ne vous avais pas montré ça. Emmanuel Macron qui donne le biberon à la petite fille de sa femme. Emmanuel Macron qui embrasse sa femme au ski et qui embrasse Figaro, son chien. Ah, c'est le contraire. Voilà, là, c'est bien le chien. Figaro, oui, parce que le chien d'Emmanuel Macron s'appelle Figaro. Et alors, oui, ça s'appelle Figaro, ben oui. Ah oui. Mais non, mais la référence... Reportage dans Match. Elle est bonne, celle-là. Reportage dans Match qui est donc sorti ce matin en kiosque. Et qu'Emmanuel Macron regrette déjà. Voici ce qu'il vient de déclarer à Londres. Mon épouse, à laquelle je tiens beaucoup, a parlé à une journaliste de Paris Match. Mon épouse, elle ne connaît pas le système médiatique. Elle le regrette d'ailleurs profondément. Et elle a suffisamment de pressions qui sont liées justement à tous les journaux qui nous tombent dessus. C'est une bêtise qu'on a faite ensemble. Mon couple, ma famille, c'est la chose à laquelle je tiens le plus. C'est pas une stratégie de l'exposer, c'est sans doute une maladresse. Jean-Luc Mélenchon, c'était une bêtise de poser dans Match ? Ça le regarde. Moi, je suis pour que la vie privée ne soit jamais autre chose qu'une vie privée. Donc on sépare absolument les deux parce que je ne sais pas si cet homme va être candidat à quelque chose, mais moi quand que je suis élu, c'est moi. Et pour nos familles, c'est très pénible à vivre, de vivre avec des élus politiques. Mais là, bon, c'est incroyable ce bonhomme. Ils n'ont pas posé, je rectifie, mais ils n'ont quoi, pas posé. Il dit à la télé, mon épouse à laquelle je tiens beaucoup, bon, on est content d'apprendre ça, hein, mais il a fait exprès, enfin, ça prend des heures de faire toutes ces photos. Non, là, il n'y a pas de photos. qu'elle a transmises. C'est les photos données, effectivement, par le... La photo de une, c'est la cour de l'Élysée. Oui. Bon, alors non, ils n'ont pas donné, je ne comprends pas quelle est la question, alors allez-y. Si c'était une bêtise d'accorder, notamment, l'interview qu'a accordée Madame Macron à Paris Match. Ah non, moi je trouve ça très bien, parce que ça les ridiculise, donc c'est parfait. Emmanuel Macron qui vient de déclarer autre chose à Londres. On lui demandait s'il excluait de se présenter en 2017. Sa réponse, non, je n'exclus pas de me présenter en 2017. Vous vous imaginez face à lui l'an prochain à la présidentielle ? Pourquoi pas, je veux dire, cet homme incarne la fin de la décadence du Parti Socialiste. Alors bon, il faut bien que les électeurs tranchent une fois ou l'autre, hein. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout à l'heure, vous avez montré Trump, mais vous êtes vite passé. J'avais dit que je voulais intervenir dessus. Attendez, on va y revenir. Il tease et il revient. Mais bien sûr, je sens que je vous appâtez comme ça. Mais j'en ai pas fini avec Emmanuel Macron parce que notre reporter Arthur Charon, qui était parti sur ses traces, a posé une petite question au ministre de l'économie sur son mouvement. Vous savez, En Marche, avec notamment, écoutez bien la question. Certains politiques de gauche, ils ne savent plus vraiment dire si vous êtes de gauche ou de droite. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je réponds ce que disait François Mitterrand. Il y a plusieurs années de cela, c'est qu'il n'y a personne qui est en situation de dire qui est de gauche ou de droite, à part justement le peuple et puis les convictions profondes qu'on peut avoir. Je pense que c'est un faux débat, c'est pas du tout le débat que je veux avoir. Je pense que c'est un débat qui n'intéresse pas nos concitoyens. Et Emmanuel Macron convoque François Mitterrand. Il est sans vergogne, quoi. Il est sans vergogne. Qu'est-ce qu'il a à voir avec toute cette histoire ? J'en viens, dans ce 5 sur 5, à cette excellente idée que vient donc d'avoir la chaîne américaine CNN, interroger séparément, évidemment, les familles des deux candidats à la primaire républicaine. Les familles de Ted Cruz et de Donald Trump. Ah, dis donc. We are back with Donald Trump, and joining us, his wife Melania, sons Donald Jr., his daughter Kai, Eric is with us, daughters Tiffany and Ivanka. Welcome. It's great to have the whole family together like this. Thanks so much. Ils sont beaux, ça c'était la famille Trump, et voici les Cruz.
Ted and Heidi Cruz and some special guests the Cruzes wanted to bring on stage. Their daughters Caroline and Catherine. Caroline, how old are you? I'm 7, but my birthday's tomorrow. Et voilà, joyeux anniversaire. Deux familles et deux attitudes assez différentes sur le plateau. Les Trump, on est tout en sourire forcé. J'ai pas l'air malin, mais je souris quand même autant que je peux, en espérant que ça passe. Oui, pardon, c'est facile. Ah voilà, merci Elisabeth. Chez les Cruz, disons qu'on s'ennuie franchement. Et vas-y que je baille et que je soupire, pleine caméra. Courage les enfants, c'est bientôt fini. Question dans la salle, il est comment Donald Trump comme papa? He's an amazing guy, one of my best friends in the entire world, maybe my best friend in the entire world. He's strong, he's passionate, he's smart, he's tough. He's been just incredible now, as always has been as a father. Such an amazing father. I'm incredibly proud of my father. He's an amazing man, but there's really a lot that brings us together. Thank you so much. Et voilà, au moins ils sont tous d'accord, il est amazing évidemment, concours de superlatifs pour Super Donald. On n'est plus mesuré chez les Cruz, mais très poli. Well, Lindsay, thank you for that question. Well, Joe, thank you for that question. Now, Jeffrey, that's a very good question. Oh, thank you so much for that generous question. So, David, thank you for that question. That's an awfully good question. Merci infiniment pour la question. Mélenchon prenne de la graine, vous voyez ce qu'il faut Non, mais dire. vous voyez, ça commence par des photos d'un match, ça termine par cette clownerie. Et au passage, on oublie que le premier est un dingo fascisant et le second un bigot épouvantable dont le programme politique ici serait classé à l'extrême droite, les deux. C'est dommage parce que j'allais vous demander, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes plutôt Trump ou Cruz? Moi je suis Bernie Sanders et hier soir il a réuni presque 50 000 personnes à New York. Nous allons battre Madame Clinton et si Monsieur Sanders est élu, oui. Parce que les Clinton ont à voir avec le mouvement socialiste international, c'est eux qui l'ont ruiné. Eh bien, cet homme va manifester ce retournement de tendance que j'espère. Alors lui, c'était hier soir, moi c'est le 5 juin, que j'appelle les Insoumis à venir se regrouper avec moi. Vous serez le Sanders français. Mais je suis Mélenchon, ça suffit déjà. Oui. Dire que le Sanders français, ça veut rien dire. Non, il a 60 Mélenchon américain, c'est. Monsieur Cohen, pour une fois, il a fait beaucoup de choses qui sont très voisines de ma dernière campagne. Non, mais voilà, ce qui est formidable, c'est que c'est un homme de gauche. Et Madame Clinton ne l'est pas. Alors maintenant, elle est horrifiée parce qu'elle croyait qu'elle allait gagner avec tous ces milliards. Et non, elle est en train de perdre. Quelle joie. Autant vous dire que dans ces émissions sur CNN, on a assez peu parlé de politique, en tout cas dans ces parties-là, avec la famille. En revanche, pour ce qui est des anecdotes familiales... You know, we love work, right? It's something that really brings us together. We love building. The two of us just love machinery. We love building. We love concrete. We love jobs. And, you know, we'll sit on the phone at 6 o'clock in the morning and we'll talk about our favorite jobs. I remember spying on the lunch that my husband and my father had in Trump Tower. How did you spy on it? I was hiding around columns. There were tremendous amounts of hand gestures. I didn't know if this was good or bad. Il s'espionne dans la famille Trump. Et vous avez entendu, le fils et le père Trump parlent de béton entre eux. Ouais. Wouh! À 6h du mat. À 6h du mat, bah oui, c'est beaucoup mieux. Question aux enfants Cruz. Ah oui. She hates my iPhone. And I will admit I am addicted to my iPhone and I play iPhone games a lot. And Heidi can't stand it. She has many times wanted to throw it out the window. The girls would love to have their first guest be Taylor Swift. They both have matching karaoke machines, and it is a little frightening with the two of them singing Taylor Swift together. It is amazing. We don't sing together. That's true. It does you do not sometimes. match. You do sometimes. Et c'est une bonne question. Pourquoi ont-elles les mêmes robes? Bah ouais. Bah oui, c'est une bonne question, j'ai pas la réponse. Idée. Comme d'hab. Juste un tout petit On mot. dirait un uniforme, pauvre gamine. Les filles, elles adorent mettre des choses différentes Elles adorent souvent. s'habiller pareil, les filles aussi. Vous croyez? Oui, je crois. Il y a débat. Une connerie, là, Il y a débat. Il y a débat. À cet âge-là. Les gens sont plutôt individualistes, non? Juste un petit mot. Vous me laissez un tout petit mot. C'est eux qui perturbent. Concernant Cannes, ben oui, évidemment, le festival de Cannes qui débute dans un tout petit mois. Je m'en serais voulu de pas en parler, Pierre. La sélection officielle a été dévoilée ce matin. 20 films en compétition. Du beau linge, mesdames, messieurs. Pedro Almodovar, notamment avec Giulietta, Sean Penn, avec The Last Face, Xavier Dolan. Vous avez aussi Ken Loach, les frères Dardenne, Paul Verhoeven. Quelques stars. 29 pays. 29 pays. George Clooney, Marion Cotillard, Julia Roberts, Jesse Eisenberg, je regarde les photos, Ryan Gosling, Lia Seydoux, Fabrice Lucchini. Jodie Foster. Lucchini, Isabelle Huppert aussi. Voilà. Très belle sélection française aussi. Oui. Vous savez que Cannes, ça vient de la gauche. Hein. C'était le festival qu'on devait faire. Bah oui, désolé. Non, pas forcément. Mais il y avait un festival fasciste, donc on avait inventé celui-là. Et c'est les ouvrières communistes qui ont cousu le premier rideau rouge à la Libération. C'est pour faire pièce au festival italien créé par. Voilà, qui était facho. Merci beaucoup.
beaucoup, Créé par Mussolini. Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle que L'Air du Peuple reparaît aux éditions Pluriel dans une version revue et augmentée, mais diminuée de la partie Hollande. Merci d'être venu nous voir. C'est vrai. 37 000. Et merci beaucoup, Céline Pina. C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure. Oui, j'ai arraché toutes les pages où il était question d'Hollande, ça me saoulait.